9h22 sur TV Finance. Merci de passer votre matinée avec nous. Nous sommes toujours en direct et nous allons maintenant retrouver Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant sur les PME françaises cotées. Bonjour Louis. Bonjour David. Alors on parle ce matin de Fleury-Michon, société qu'on ne présente plus, spécialiste de la charcuterie emballée et des plats cuisinés. Cotée sur Euronext qui est ce matin en légère hausse à plus 0,24%. Et pourtant le groupe vendéen connaît une période difficile, mais les premiers signes d'amélioration sont visibles suffisamment pour acheter l'action, Louis. Alors, écoutez, suffisamment, c'est ce qu'on va voir. Alors effectivement, donc Fleury-Michon, c'est un groupe français, comme vous l'avez dit, spécialisé dans la production et la distribution de produits de charcuterie et de produits traiteurs, créé il y a plus d'un siècle par Monsieur Michon. L'IPO, l'entrée en bourse, s'est fait en l'an 2000, et aujourd'hui, la société, le groupe, compte 19 sites de production, principalement en France, 9 sites de production, quelques-uns en Italie, 6, et le reste en Espagne, au Canada, en Slovénie et aux États-Unis. Au troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires se répartit entre 3 activités principales, ce qu'on appelle le GMS, le pôle GMS France, libre service, qui correspond à 85% du chiffre d'affaires, le pôle international qui correspond à 7,17% du chiffre d'affaires, avec notamment des ventes au Canada et des joint ventures conclus en Italie et en Espagne, et enfin le pôle vente et services qui représente 7,63% du chiffre d'affaires et qui se compose d'activités telles que le catering pour l'activité aéroportuaire, telles que l'organisation de banquets, etc. Fleury-Michon, donc, comme vous l'avez dit, donc on assiste à un timide redressement de l'activité, mais je dirais que l'environnement global, l'environnement macroéconomique de la société, donc le marché en gros de l'agroalimentaire en France, eh bien, rencontre certaines difficultés. Ils sont soumis à de nouvelles exigences de consommateurs, à la pression des centrales d'achat de la grande distribution et ses principaux concurrents, Erta, Marie et Corian notamment. Donc Fleury-Michon, on peut dire qu'elle a été un peu à la peine au début de cette année. Exactement. Alors je dirais même que c'est global. En fait, c'est l'ensemble du secteur qu'il faut comprendre. Mais comme vous le dites, c'est exactement ce qu'on remarque sur l'activité sur ce secteur-là, c'est-à-dire qu'on a une baisse des marges, impactée par la hausse des prix des matières premières. Alors Fleury-Michon et sa matière première principale, c'est le porc, le veau, la volaille et quelques fruits de mer et quelques poissons. Quand on regarde l'évolution de ces prix-là depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à fin octobre 2018, on se remarque que les prix ont augmenté de 3,6%, c'est-à-dire que ça renie la marge brute de Fleury-Michon. Et en parallèle de ça, puisqu'elle vend donc quasiment exclusivement en GMS, grande et moyenne surface, les prix ont baissé de 1,9%. Donc on voit un effet ciseau, c'est ce que je remarque sur ce graphique-là, c'est-à-dire que typiquement, donc là on parle de l'inflation des prix dans l'agroalimentaire depuis janvier 2010, et bien on voit qu'après avoir remonté en janvier 2012, et bien ils sont dans une tendance baissière, ce qui a donc un impact négatif sur la marge brute de la société, on le verra. En parallèle de ça, donc on voit l'impact, je dirais, des réformes structurelles gouvernementales engagées par les différents gouvernements français qui ont eu pour but, je dirais, de relancer la consommation, mais en tirant les prix vers le bas. C'est notamment la loi LME de janvier 2009 qui a introduit la libre négociation des prix. Et bien en fait, ce qu'on remarque, c'est que les prix ont baissé. En parallèle de ça, les prix de vente en GMS ont baissé. En parallèle de ça, les prix des matières premières ont augmenté. Donc ça a impacté négativement les marges. Les volumes alors sont impactés. Les volumes de vente dans l'agroalimentaire sont impactés par le solde commercial qui est négatif, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on importe plus qu'on exporte. Donc on apporte beaucoup de produits agroalimentaires de l'étranger, ce qui finalement a un impact sur les ventes des groupes tels que Fleury-Michon. Et enfin, donc ça, on est sur du très long terme, puisque depuis 1959, ce dont on se rend compte, c'est que la part de l'agroalimentaire dans les dépenses des ménages se réduit, puisqu'aujourd'hui, elle représente un peu moins de 10% des dépenses dans l'alimentaire, alors que les dépenses préengagées représentent 25,3% de la consommation des ménages. Une dernière information, c'est la consommation de viande. En fait, en réalité, en France, on se rend compte qu'elle diminue. Donc tout ça a un impact sur les niveaux d'activité de la société. On le verra. Avec les mouvements véganes. Exactement, les mouvements véganes qui sont pris en compte, mais il va falloir, l'innovation va être importante, va être un levier important pour ces activités-là. Et donc, en l'occurrence, ça a un impact sur l'activité, puisqu'on le remarquera, mais grosso modo, à périmètre et taux de change comptant, l'activité est stable, voire en légère diminution. Quand on impacte donc les différentes acquisitions réalisées par le groupe, puisque le groupe se développe en croissance externe, dernièrement, elle a racheté la chaîne Passo Traiteur, et en gros, l'impact est important, puisque si la croissance au troisième trimestre est de l'ordre de 4,7%, si on enlève l'impact de Passo, on tombe sur une croissance de 1,2 ou 1,3%. Donc il faut faire attention, voilà, donc pour l'activité, pour l'environnement global macroéconomique du groupe. Sinon, financièrement, quand on regarde l'évolution du compte du résultat depuis 2017, donc sur 10 ans, de 2007 à 2017, on se rend compte que le chiffre d'affaires est en croissance, a rencontré quelques trous d'air, mais globalement il est en croissance. On remarque également que il était à 23 millions d'euros l'année dernière contre 11 millions de... Non, il va être à 23 millions en fin d'année, il était à 11 millions l'année dernière. Alors,
là, je ne sais pas ce que vous regardez, mais en l'occurrence, donc le chiffre d'affaires, donc l'année dernière en 2017, il était de 716,9 millions d'euros, en légère diminution. Oui, vous devez regarder éventuellement les comptes sociaux. Mais en tout cas, donc là, donc en consolidé, le chiffre d'affaires en 2017 ressort à 717 millions d'euros et en légère diminution par rapport à l'exercice 2016. Donc ça, c'est pour le très court terme. Pourquoi? Donc en fait, quand on regarde sur 10 ans, donc le chiffre d'affaires a pris 46%, la marge brute prend 30%, mais quand on regarde je dirais les agrégats de résultats, de rentabilité, donc le BE, le résultat d'exploitation et le résultat net, eh bien on voit qu'ils diminuent, qu'ils perdent 8% pour le BE, 60% pour le résultat d'exploitation et enfin le résultat net, lui, 34,3%. C'est la même chose pour le niveau des marges. Donc on a quand même, je dirais, une activité qui patine un peu, elle est en développement, mais les niveaux de marge sont structurellement plus bas qu'avant. Quand on regarde la structure bilancielle, par contre, elle s'améliore dans la mesure où, même si les dettes financières prennent 120%, on se rend compte que la trésorerie prend 232% et les capitaux propres 56%, ce qui nous fait qu'on a un gearing qui est négatif. Donc ça veut dire que le niveau de trésorerie est supérieur au niveau de dette. Donc c'est relativement bon signe quand on étudie une période sur du long terme. Le levier également, alors on remarque que la rentabilité économique perd, la rentabilité des capitaux propres perd, ce qui fait que ça a un impact sur l'effet de levier. Et enfin, donc l'analyse des flux de trésorerie nous fait dire qu'ils sont tous en baisse. Ceci étant, on remarquera que la capacité d'autofinancement prend quasiment 13%. Donc ça, c'est pour, je dirais, le long terme. Sur le moyen terme. Sur le moyen et le très court terme, puisque donc on va regarder le T3 et le S1 2018. Et bien le T3 2018, c'est ce que je vous disais, c'est des résultats qui sont en trompe-l'œil, qui pourraient confirmer une sorte de reprise, puisque le pôle GMS prend quasiment 6%, le pôle vente et services prend quasiment 7%, et le pôle international, lui, 7%. Ceci dit, quand on regarde le cumul sur les 9 premiers mois de 2018, eh bien on remarque que, hors les effets d'acquisition, le pôle GMS ne prend que 0,1%, le pôle international cède 2,8% et le pôle vente avec services cède 1,4%. Donc on a, je pense, un premier indice sur ce que pourra être l'atterrissage 2018 de ce groupe-là, c'est-à-dire qu'on aura une activité à périmètre et taux de change constant qui sera relativement stable, voire peut-être un peu en recul. Ceci étant, donc la société a mis en place le plan Renaissance, qui est un plan de restructuration en quelque sorte, et qui lui permet donc de dégager, de retrouver des niveaux de marge opérationnelle courante et opérationnelle positifs, puisqu'il retrouve 3,1% pour la marge opérationnelle courante contre moins 0,3% en OS1 2017 et la marge opérationnelle est de 2,8% contre 1% au S1 2018. Donc tout ceci est plutôt encourageant et je dirais que donc la structure bilancielle s'est légèrement alourdie dans la mesure où la dette financière passe à 90,9 millions d'euros et ce parce que en fait la société intègre l'acquisition de Passo dans ses comptes. On est sur un rebond parce qu'à un moment donné la capitalisation boursière de Fleury-Michon était inférieure aux fonds propres du groupe. Alors, souvent la situation se trouve, ça ne veut pas forcément dire que la société est en danger, il faut juste penser, alors effectivement c'est un indicateur qui peut être pris en compte, on a également le RSI qui est un indicateur technique qui permet de définir si le cours est en surachat ou en survente, quand on le verra dans 30 secondes, il est en position de survente aujourd'hui. Donc il y a effectivement techniquement peut-être matière à regarder un rebond. Je dirais également, donc là on va passer sur mes valos, donc par les multiples, par le pair je trouve 38,75, donc ce qui équivaut à un ratio un multiple de 13,1. VE sur EBIT, je suis à 64,97, ce qui me fait une moyenne de 51,86 euros le titre par les multiples. Par les DCF, je trouve 54,06 euros le titre, avec des hypothèses de croissance de chiffre d'affaires moyenne de 2,2, une marge opérationnelle comprise entre 2,79 et 4,03, un coût du capital à 5,96 et un bêta retenu de 0,68, ce qui me fait une moyenne DCF plus multiple de 52,96, qui donc pourrait être un objectif dans la mesure où effectivement la société retrouve peut-être des niveaux de croissance, mais surtout au-delà de ça, elle a mis en place un plan de restructuration qui lui permet aujourd'hui d'accéder, de dégager des marges opérationnelles qui deviennent positives et donc intéressantes pour un investisseur. Donc techniquement, on est aujourd'hui donc à 41 euros le titre, on aura un premier niveau de support à 42,90, puis ensuite si le titre arrive à perforer à la hausse les 42,90, ce serait bien qu'il aille évoluer de nouveau dans une zone de latéralisation, une zone neutre comprise entre 46,2 et en gros 51,9 euros le titre, et à partir de là on pourra considérer que le titre va retrouver, je dirais, des niveaux de valorisation logiques, contenus, convenants,
Et donc, eh bien, ça pourra retrouver de l'intérêt ou avoir de l'intérêt pour un investisseur. Les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc la société est leader sur son marché en France. La structure bilancielle, même si elle est assourdie, reste solide. On a un bon premier retour du plan Renaissance et enfin un retour timide de la croissance. Les faiblesses, donc on a une hausse des prix des matières premières qui ont pris 3,6% exactement depuis 2018. L'augmentation du mouvement vegan aussi. L'augmentation du mouvement vegan, la baisse de la consommation de vente, la baisse des prix pratiqués par les GMS. Les opportunités, eh bien écoutez, il faut qu'elle trouve des cibles en croissance externe qui pourront lui permettre de tirer à la hausse son chiffre d'affaires. On espère également une hausse du pouvoir d'achat des ménages français, même si la plupart ne s'en rendent pas compte, mais les structures, les réformes mises en place devraient pouvoir à terme calmer la population française. Énervée en ce moment. Qui est un peu énervée, écoutez, qui jette enfin bref, c'est un peu, voilà. Pas là pour faire politique. Pas là pour faire politique. Les menaces, eh bien, le marché est structurellement compliqué. Il fait également face à une concurrence étrangère vive. Et enfin, on assiste, comme je vous le disais, à une baisse de la consommation de viande en France. Donc tout ceci permet de relativiser ce qu'on peut remarquer, c'est-à-dire que structurellement, le marché est un peu compliqué. Conjoncturellement, il est un peu compliqué, mais aujourd'hui, la société est en train de mettre en place des solutions financières qui devraient lui permettre de retrouver des niveaux de croissance et surtout des niveaux de rentabilité intéressants. Donc pour conclure, est-ce qu'en 2019, on pourra compter sur Fleury-Michon? Alors écoutez, je ne sais pas si on pourra compter. Non, mais, voilà, on pourra investir sur Fleury-Michon. Écoutez, ça pourrait être intéressant dans la mesure où même si donc on remarque qu'aujourd'hui la tendance est baissière, comme souvent le disent les analystes techniques, on ne récupère pas un couteau qui tombe au risque de se faire mal aux mains. Ceci étant, fondamentalement, le groupe commence à retrouver de l'intérêt. Le marché n'est pas mort. Et enfin, ce qu'on verra, c'est que évidemment, alors je pense qu'effectivement ça pourrait être intéressant. Laissons passer un peu la calmie, voir comment les marchés financiers se comportent. Attendons d'avoir un atterrissage pour 2018 et on verra effectivement si la société peut être intéressante. Mais donc un objectif de cours à peu près 50-51 €, ça peut avoir du sens. Merci beaucoup Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant sur les PME françaises cotées. On va marquer une courte pause sur TV Finance. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.